Le marché résonne des cris des marchands, des pas des clients qui écrasent la poussière rouge sous leurs pieds. Aïssata traverse les étals de légumes, de tissus, de poteries. Son regard ne dévie pas. Elle cherche quelque chose que personne d'autre ne remarque. Son cœur bat plus fort à chaque pas. Elle le voit enfin, au coin le plus sombre de l'étal du colporteur, un vieux carton de bois, usé par les années et les voyages sur les routes du désert. Elle s'approche lentement, comme on s'approche d'un animal sauvage qu'on ne veut pas effrayer. Comme on s'approche d'un trésor caché au fond d'une grotte oubliée que personne n'a ouvert depuis des décennies. L'air qui sort entre les fentes du carton lui porte une odeur étrange qui se mélange à la poussière chaude du marché. Un parfum qui lui serre la gorge, qui lui fait frissonner le bout des doigts. Elle s'arrête à un pas du carton. Sa main se lève lentement. Elle est prête à toucher ce qui attend là depuis des semaines pour elle. Le marché résonne des cris des marchands, des pas des clients qui écrasent la poussière rouge sous leurs pieds. Aïssata traverse les étals de légumes, de tissus, de poteries. Son regard ne dévie pas. Elle cherche quelque chose que personne d'autre ne remarque. Son cœur bat plus fort à chaque pas. Elle le voit enfin, au coin le plus sombre de l'étal du colporteur, un vieux carton de bois, usé par les années et les voyages sur les routes du désert. Elle s'approche lentement, comme on s'approche d'un animal sauvage qu'on ne veut pas effrayer. Comme on s'approche d'un trésor caché au fond d'une grotte oubliée que personne n'a ouvert depuis des décennies. Elle soulève le bord du carton avec précaution et découvre la pile de livres qui repose là depuis que le colporteur l'a déposé. Les coins des pages sont tout courbés, marqués par des années de lecture et de manipulation. Certains sont recouverts de la poussière rouge des routes du village, d'autres portent les taches sombres laissées par l'humidité des saisons des pluies. Les termites ont mangé les bords de quelques exemplaires qui ont perdu la moitié de leurs pages au fil des années. Aïssata retient son souffle en les passant une par une entre ses doigts. Chaque trace lui raconte les voyages que ces livres ont faits, les mains qui les ont tenus avant elle. Les gens du marché passent à côté, sans même jeter un coup d'œil vers le carton. Ils regardent les tissus à vendre, les morceaux de savon, les jarres neuves alignés sur les étals. Ces livres silencieux et abîmés ne valent rien pour eux. Ils valent moins qu'un morceau de savon qui nettoie le linge. Ils valent moins qu'un rouleau de tissu bon marché pour coudre un nouveau pagne. Personne ne veut dépenser la moindre pièce pour ces vieux papiers. Aïssata écoute les murmures des passants qui disent que le colporteur perd son temps à garder ses ordures. Elle ne bouge pas, elle continue de toucher les couvertures usées et son cœur bat toujours plus fort. Ses doigts glissent le long d'une couverture plus fine que les autres, au fond de la pile. Elle saisit le petit volume entre ses paumes lentement pour ne pas l'abîmer. C'est un manuel de lecture, tout usé par des années d'usage. La couverture cède un peu sous la pression de ses doigts. Le carton est devenu mou au fil du temps. Elle retient son souffle. Elle pose le pouce sur le bord de la première page. Elle tire lentement et le livre s'ouvre avec un petit craquement sec qui résonne dans son oreille plus fort que tous les bruits du marché autour d'elle. Les lettres noires imprimées sur le papier jauni par le temps dansent devant ses yeux. Elles sont mystérieuses. Elles sont puissantes. Elles ont un pouvoir qu'aucun autre objet ici ne possède. Elle l'attire en arrière, vers un jour lointain qu'elle n'a jamais oublié. Ce jour où un homme est arrivé dans le village avec des sacs pleins de livres et il a parlé des lettres, de ce qu'elles peuvent faire pour celui qui sait les lire. Ce jour où il a dit que tout le monde peut apprendre que les lettres ne sont pas réservées qu'aux hommes de la ville. Elle n'a pas bougé ce jour-là. Elle a écouté parler pendant des heures, debout derrière un manguier, et elle a gardé ce désir dans le fond de son cœur, comme un feu qui ne s'éteint jamais. Maintenant, les lettres sont là, devant elle, à portée de sa main. Le souvenir remonte, plus fort que jamais. Le goût de ce désir revient sur sa langue, plus vif que tout ce qu'elle a connu depuis. Elle lève la tête vers le colporteur, qui attend contre son étal, les bras croisés sur sa poitrine. La bouche lui serre, la gorge se serre aussi, et elle doit avaler 2 fois avant de pouvoir sortir la moindre parole. Son propre cœur bat si fort qu'elle entend le bruit dans ses oreilles.
plus fort que les cris des vendeurs autour d'elle. Combien ça coûte? Demande-t-elle enfin. Sa voix tremble sur chaque mot, comme si les feuilles d'un arbre secouées par le vent. Elle serre le manuel plus fort contre son torse, en attendant la réponse. Le colporteur baisse les yeux vers le petit livre dans ses mains, y réfléchit une seconde, puis annonce le prix à voix haute. Aïssata recule d'un pas, comme si elle venait de recevoir un coup dans l'estomac. Son pied heurte un tas de sacs de mille posés au sol. Elle manque de trébucher et elle doit se tenir au bord du carton pour ne pas tomber. Elle compte rapidement dans sa tête toutes les pièces qu'elle a mises de côté, une par une. Ce sont toutes les économies qu'elle a ramassées en 6 semaines. 6 semaines à travailler chaque soir après les tâches de la maison, à façonner des pots un par un, à les vendre sur la place du village pour ramasser des pièces de petite valeur. Le prix annoncé est plus haut que la totalité de ce qu'elle possède. Elle reste immobile, les jambes un peu molles, les doigts toujours serrés autour de la couverture usée du manuel. Le désir qui l'embrasait il y a 5 secondes se brise comme ce chiffre trop haut, trop loin pour elle. Elle dépose lentement le poids de son bras, laissant le désir qui l'embrasait se calmer dans le fond de sa poitrine, sans s'éteindre. Les doigts qui serraient la couverture se desserrent peu à peu. Ils gardent la trace du carton usé, du grain du papier sur la pulpe des doigts. Son estomac est toujours serré par la déception. Chaque respiration passe lentement, un peu douloureuse, comme si elle respirait à travers un tissu trop épais. Elle ne dit rien. Elle ne demande pas de baisser le prix, ne pleure pas, ne proteste pas contre le montant annoncé. Elle sait que le colporteur n'y est pour rien. Elle sait que le prix est ce qu'il est et que c'est à elle de trouver le moyen de l'atteindre. Le marchand ne bouge pas, ne presse pas. Il la laisse faire. Il a vu tant de gens abandonnés devant ces vieux livres qui ne s'étonnent plus de rien. Elle lève la main à nouveau. Elle pose la paume sur le dos de la couverture, doucement, comme on touche l'épaule d'un ami qu'on doit quitter pour un moment. Elle commence à fermer le livre, lentement, pour ne pas déchirer les pages qui ont déjà tant voyagé. La couverture se ferme avec le même petit craquement sec que quand elle l'a ouverte. Ce bruit lui serre la gorge, mais elle ne laisse rien paraître. Elle rapproche les doigts du bord. Elle soulève le petit volume avec une précaution extrême, comme si elle portait quelque chose de vivant qui pourrait se briser si elle fait un mouvement trop brusque. Elle approche sa main du carton où les autres livres dorment dans la poussière. Elle descend le manuel vers la place vide qu'il occupait avant qu'elle ne le prenne. Ses doigts tremblent, toujours. Ce n'est pas la faiblesse qui les fait trembler, c'est l'intensité de ce qu'elle retient à l'intérieur d'elle-même. Elle pose le livre doucement, très doucement, sur la pile des autres. Elle laisse le poids du volume s'appuyer sur le carton, puis elle retire ses doigts un par un, lentement, comme si elle déposait un oiseau fragile qui s'est reposé sur sa main avant de le laisser s'envoler pour le moment. Elle retire sa main complètement. Elle la laisse tomber le long de son corps. Elle garde les yeux posés sur le petit manuel. Le désir est toujours là, chaud et ferme. Il n'a pas disparu. Il a juste changé de forme. Elle recule d'un petit pas, serre les poings. Ses ongles creusent la paume. Et cette douleur lui rappelle que rien n'est fini. Le soleil a disparu derrière les collines quand elle regagne sa case. Elle dépose son petit sac de cuir vide sur le sol de terre battue. Elle retire ses sandales poussiéreuses. Elle s'allonge sur la natte de paille posée dans le coin le plus frais de la pièce. Les portes de la case sont ouvertes pour laisser passer le vent de nuit. Mais l'air reste chaud et lourd, chargé de l'odeur de la terre sèche et des herbes qui poussent le long du chemin. Elle ferme les paupières, mais ne trouve pas le sommeil. Chaque fois qu'elle s'approche de l'oubli, le petit manuel usé réapparaît derrière ses paupières, avec ses lettres noires qui dansent, sa couverture qui s'effondre entre les doigts, son odeur de vieux papier et de poussière de route. Elle roule sur le côté, elle change de position, elle appuie la joue sur son bras replié. Rien n'y fait, le sommeil ne vient pas. Les yeux grands ouverts dans l'obscurité, elle regarde le plafond de paille qui se dessine en ligne sombre contre le ciel étoilé visible par l'ouverture de la toit. Le vent fait bouger les brins de paille et les ombres dansent lentement sur la surface irrégulière, comme les lettres du livre qu'elle a reposé au marché. Son cœur bat toujours un peu plus fort que d'habitude à chaque mouvement des ombres. Elle entend dans l'obscurité la respiration rauque et sifflante de sa mère qui dort sur l'autre natte contre le mur opposé. Sa mère tousse depuis 3 mois. Chaque nuit, la toux la réveille
Elle la secoue de tout son corps. Elle laisse la douleur sortir dans le silence de la case. Cette nuit n'est pas différente. Un nouveau spasme secoue sa mère dans l'ombre. Elle tousse longtemps, la poitrine serrée, le souffle coupé entre chaque quinte. Aïssata retient son propre souffle. Elle attend que la crise passe, les doigts serrés sur la natte sous son corps. Elle sait que les feuilles de la guérisseuse n'ont rien arrêté. Elle sait qu'il faudrait de l'argent pour aller au dispensaire, pour acheter des médicaments qui fonctionnent. L'argent qu'elle avait économisé pour autre chose ne suffirait pas pour le livre, et pas assez pour soigner sa mère non plus. Elle continue de regarder les ombres dans l'obscurité, les doigts toujours serrés contre la natte. Le silence est revenu dans la case, seulement troublé par la respiration lente de sa mère. Son regard dérive lentement, passant du plafond au sol, puis du sol au mur qui ferme la casse du côté de la cour. Il y a là, alignés un par un contre le torchis, les pots qu'elle a façonnés ces dernières semaines. L'ombre est trop épaisse pour voir leur forme claire, mais elle connaît chaque courbe, chaque bord par cœur. Ses doigts se desserrent peu à peu. Elle les relâche sur la paille de la natte. Elle se souvient de la sensation de l'argile humide sous ses paumes, de la façon dont elle devient souple entre ses doigts, de la chaleur du soleil qui sèche sa surface petit à petit. Elle se souvient du bruit sec du pot sorti du four, dur et solide, prêt à être vendu. Chaque pot qu'elle vend lui donne quelques pièces de monnaie. Assez pour acheter du mil, assez pour acheter un peu de sel, assez pour payer un peu d'huile pour la lampe. Elle a déjà fait des dizaines de pots depuis qu'elle a commencé à travailler l'argile tous les soirs, chaque soir. Après avoir terminé tous les travaux de la maison, après avoir porté l'eau, après avoir balayé la cour, après avoir préparé le repas pour sa mère, elle va chercher un peu d'argile au marigot et elle façonne. L'idée naît doucement, d'abord légère comme un souffle, puis elle devient plus ferme, plus claire. Elle remplit tout l'espace de sa poitrine qui était serrée depuis le soir. L'idée a germé, elle ne va plus disparaître. Depuis des mois déjà, ce rituel est inscrit dans chaque jour de sa vie. Chaque matin, elle se lève avant le soleil pour porter l'eau à la source, balayer la cour, préparer le repas pour elle et sa mère, aider aux travaux des champs du village. Quand le soleil descend derrière les collines, quand tous les travaux obligatoires sont terminés, quand le village commence à s'endormir lentement, elle prend son panier en osier et elle marche jusqu'au marigot à 5 minutes de la case. Elle creuse l'argile brune et humide à 1 mètre sous la surface de la terre sèche. Elle sent la fraîcheur de l'argile monter dans ses paumes à travers la couche de poussière qui colle à sa peau. Elle charge l'argile dans son panier, elle le ramène dans la cour de la case et elle commence à travailler. Au début, l'argile est dure, pleine de petits cailloux, pleine de racines sèches des herbes qui poussent au bord de l'eau. Elle doit l'aplatir sur la pierre de travail. Elle doit retirer chaque caillou un par un avec la pointe des doigts. Elle doit couper chaque racine avec son couteau de fer. Elle pétrit ensuite la terre pendant des dizaines de minutes, pliant la pâte, la repliant sur elle-même, frappant contre la pierre pour chasser toutes les bulles d'air qui pourraient faire casser le pot pendant la cuisson. Ses bras brûlent parfois, la douleur monte dans les muscles après 1 heure de travail, mais elle ne s'arrête pas. Les premiers mois, elle a cassé beaucoup de pots. Certains se sont fendus pendant le séchage. Certains ont éclaté dans le four quand la chaleur a trop vite monté. Certains n'étaient pas assez lisses, les bords étaient irréguliers, personne n'a voulu les acheter. Chaque échec lui a appris quelque chose. Elle a appris à attendre que l'argile sèche lentement à l'abri du vent trop fort. Elle a appris à contrôler la température du four, à entretenir le feu petit à petit toute la nuit. Elle a appris à sentir quand la terre est prête, quand la pâte est assez souple, quand le pot est bien équilibré sur la pierre de travail. Aujourd'hui, ses mains travaillent sans qu'elle ait besoin de réfléchir. Chaque pot qu'elle façonne est solide, régulier, prêt à être utilisé. Chaque pot vaut des pièces et chaque pièce la rapproche un peu plus du manuel qui l'attend au marché. L'aube se lève lentement sur le village. Les premières lueurs grises passent à travers les fentes du toit de paille et dessinent des lignes claires sur le sol de terre battue. Aïssata n'a pas dormi. Elle a gardé les yeux ouverts toute la nuit, regardant l'obscurité devenir moins épaisse, le ciel devenir plus clair au dehors.
Elle a repassé le calcul dans sa tête 10 fois, 20 fois. Le nombre de pots qu'elle peut façonner en 3 jours. Le prix qu'elle peut obtenir sur le marché voisin. La somme qu'il faut pour le manuel. Tous les chiffres concordent. Il n'y a plus de doute possible. La première fraîcheur de l'aube entre par la porte ouverte de la case. Elle caresse la joue d'Aïssata, qui est restée allongée sans bouger depuis minuit. Elle sent l'odeur de la rosée qui a mouillé l'herbe autour de la case. L'odeur douce de la terre humide du marigot qui monte jusqu'à elle. Sa mère tousse doucement dans son sommeil, puis se retourne et le silence revient. Aïssata glisse ses pieds hors de la natte. Elle pose ses pieds nus sur le sol de terre qui est encore frais de la nuit. Elle ne tremble plus. Son corps est calme, son esprit est clair. Elle sait ce qu'elle doit faire. Depuis 3 jours, elle pense à ce manuel, aux lettres noires qui dansaient devant ses yeux, à ce monde nouveau qui se cache derrière les pages. Elle a travaillé pendant 6 semaines pour réunir ce qu'elle avait. Le prix était trop haut. Mais maintenant, elle a une voie. Elle va faire plus de pots. Elle va travailler plus vite. Elle va aller vendre toute sa production sur le marché plus grand où les clients paient mieux que sur la petite place du village. Elle va réunir l'argent nécessaire. Elle va avoir son livre. C'est une décision qui ne se discute pas. C'est une décision qui changera toute sa vie. Elle se lève doucement pour ne pas réveiller sa mère. Elle attache son foulard autour de sa tête pour protéger son cou du soleil qui va bientôt brûler. Elle prend sa houe qui est appuyée contre le mur près de la porte. Elle prend sa calebasse pour l'eau qu'elle a remplie hier soir. Elle s'arrête une seconde devant les pots alignés contre le torchis. Elle pose la paume de la main sur le bord le plus proche. Le pot est froid, dur, lisse. Il est prêt. Elle retient son souffle une seconde. Son cœur bat un peu plus fort dans sa poitrine. Ce n'est pas de la peur. C'est l'impression qu'elle franchit une porte, qu'elle passe d'un côté à l'autre, qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Elle retire sa main. Elle pousse la porte de la case et sort dans la cour. Le chemin vers le marigot est encore humide. La terre molle sous ses pieds nus colle aux semelles à chaque pas. Les oiseaux commencent à chanter doucement dans les arbustes le long du chemin. Mais il n'y a pas d'autre bruit que le frottement de ses pieds sur la poussière humide. Aïssata marche d'un pas régulier, les épaules déjà préparées à porter la charge qui l'attend. Elle connaît ses chemins par cœur. Elle a parcouru des dizaines de fois depuis qu'elle a commencé la poterie. Mais aujourd'hui, chaque pas lui semble plus lourd, plus important, comme si chaque mouvement la rapproche irrémédiablement de ce qu'elle veut. Soudain, une branche d'épine sort de long du buisson au bord du chemin. Elle accroche la paume de sa main gauche. Quand elle déplace un arbuste pour passer, une petite goutte de sang apparaît sur la peau. Elle coule le long de la ligne de la main. Aïssata s'arrête. Elle pose la houe sur le sol. Elle presse le bout de son foulard contre la coupure pour arrêter le sang. La douleur est vive, mais légère. Elle ne pleure pas. Elle ne râle pas. Elle essuie le sang sur l'herbe mouillée et continue son chemin. Il y aura toujours des épines sur la route, elle le sait déjà. Il ne faut pas s'arrêter pour ça. Le marigot apparaît enfin entre les arbres. L'eau est calme, à moitié couverte de plantes aquatiques vertes. L'odeur de terre fraîche monte dans l'air, plus forte que d'habitude à l'aube. Aïssata dépose sa calebasse sur le bord. Elle enlève les couches de terre sèche à la surface avec sa houe. La terre devient plus sombre, plus humide au fur et à mesure qu'elle creuse. La houe rencontre des racines. Elle doit appuyer plus fort pour les couper, les tirer hors du trou. Ses avant-bras commencent à brûler quand le trou atteint 1 mètre de profondeur. Elle plonge la main dans la terre du fond. Elle sent la fraîcheur lui monter jusqu'au poignet, la texture douce et dense de l'argile fraîche, sans cailloux, sans racines. C'est la bonne argile. Le soleil a déjà quitté les collines et ses premiers rayons dorés traversent les feuilles du manguier qui couvrent la cour. Il dessine des taches claires qui dansent sur le bloc d'argile brune, encore humide et fraîche. Aïssata dépose ses outils dans un coin de la cour. Elle roule ses manches jusqu'au coude pour ne pas que la boue salisse tout le tissu. Elle pose les 2 paumes de ses mains sur la surface plane de l'argile. Elle appuie doucement d'abord puis plus fort pour commencer à écraser la matière. La première pression fait monter une odeur forte de terre humide qui se mélange à l'odeur chaude de l'herbe sèche autour de la cour. C'est une odeur qu'elle connaît depuis l'enfance. Une odeur de travail, une odeur de ce qui la nourrit. Elle presse encore, elle plie les poignets, elle fait pénétrer ses mains dans le cœur du bloc. Soudain,
ses doigts heurtent quelque chose de dur qui ne cède pas. Elle retire ses mains, elle gratte la surface de l'argile avec le bout des doigts. C'est une grosse racine sèche qui s'était cachée dans le bloc, qu'elle n'avait pas vu quand elle a extrait l'argile au marigot. Elle saisit la racine entre le pouce et l'index, elle tire de toutes ses forces, la racine sort d'un coup et elle déchire une partie du bloc d'argile. Aïssata recule d'un pas. Elle regarde le trou que la racine a laissé dans la matière. Elle ne pousse pas de soupir. Elle ne s'arrête pas. Elle remet les mains dans l'argile. Elle rassemble les morceaux séparés. Elle les recomprime ensemble. La racine est partie. Maintenant, le travail peut continuer. Elle commence à pétrir la pâte, mouvement après mouvement. Elle plie l'argile sur elle-même. Elle appuie avec la paume. Elle replie. Elle appuie encore. Aïssata essuie encore la sueur qui coule sur son front. La chaleur de midi accable la cour, mais elle ne sent presque pas le soleil qui brûle son dos. Toute son attention est concentrée sur la pâte brune qui repose devant elle. Chaque morceau compte. Chaque peau rapproche le livre qu'elle veut. Elle coupe le premier bloc avec une ficelle de palmier sèche et solide. Elle pose le morceau sur le tour en bois qu'elle a fabriqué elle-même. Le tour tourne doucement sous ses doigts. Elle appuie les paumes contre l'argile humide. Elle creuse le centre avec le pouce. Elle élargit l'ouverture petit à petit. Elle remonte les parois lentement. Elle les lisse avec le bout des doigts humides. Elle arrondit le bord du haut. Elle aplatit le fond pour que le pot tienne droit. Le premier pot prend forme. Quand elle termine la première grande jarre, elle la soulève délicatement pour la poser sur le côté. Une petite ligne brune apparaît sur la paroi. Une fissure. Elle a appuyé trop fort quand elle a remonté la paroi. Aïssata ne panique pas. Elle prend un peu d'argile fine qu'elle a préparée la veille, encore humide. Elle étale la pâte sur la fissure avec le bout du doigt. Elle lisse le tout. Elle fusionne les deux parties jusqu'à ce que la ligne disparaisse. L'imperfection est corrigée. Le pot est sauvé. Elle reprend le travail. Un nouveau bloc. Un nouveau pot. Elle coupe 6 morceaux pour les grandes jarres à 1000. Chaque mouvement est devenu automatique. Ses mains savent ce qu'elles font après des mois de pratique chaque soir. Elles savent combien appuyer, comment tourner, comment lisser. Quand les 6 grands pots sont terminés, elles coupent 4 morceaux plus petits. Ce seront les petites cruches pour l'eau, plus légères, plus faciles à vendre. Le travail est plus rapide maintenant. Elle connaît tous les gestes par cœur. La sueur coule toujours sur son cou. Elle goutte dans le cou de ses pieds dans la poussière chaude de la cour. Elle ne s'arrête pas pour boire. Elle ne s'arrête pas pour manger. Tous les pots sont terminés au milieu de l'après-midi. 3 jours passent lentement. Chaque matin, Aïssata vient tourner les pots sur les pierres plates. Elle vérifie chaque paroi. Elle rebouche les petites fissures qui apparaissent au fur et à mesure que l'humidité s'échappe. Le 3e jour, au crépuscule, l'argile est complètement sèche. Elle a perdu sa couleur brune humide. Elle est devenue plus claire, plus dure au toucher. Tous les pots sont prêts pour la cuisson. Aïssata prend sa houe et creuse un trou rond et profond au milieu de la cour. Le trou est assez grand pour recevoir tous les 10 pots. Elle ramasse du bois sec dans la brousse autour du village. Elle en charge 3 brassées dans la cour. Le bois est mort depuis l'été dernier. Il brûlera bien. Il donnera la chaleur forte qu'il faut pour durcir l'argile. Elle arrange le bois en tas au fond du trou. Elle pose une couche de petites pierres plates sur le bois pour que les pots ne touchent pas le feu directement. Elle pose chaque pot délicatement sur les pierres, les uns à côté des autres, sans se heurter. Elle vérifie chaque position pour qu'aucun ne tombe quand le feu chauffe. Soudain, un coup de vent chaud souffle sur la cour. Il fait voler la poussière sèche, il fait trembler les feuilles du manguier. Un des petits pots à eau glisse sur sa pierre. Il bascule lentement vers le bord du tas. Aïssata saisit le pot d'un mouvement rapide avant qu'il ne tombe par terre. Elle le retient contre sa poitrine. Son cœur bat plus fort. Si le pot se cassait maintenant, tout ce travail serait perdu pour rien. Elle replace le pot bien au milieu du tas. Elle vérifie tous les autres un par une. Elle pousse légèrement chaque base pour être sûre qu'ils sont bien stables. Personne ne bougera plus maintenant. Tous sont en place. Elle reprend son souffle. Elle frotte la poussière sur ses mains.
Elle prend un morceau de bois brûlé de la veille pour allumer le feu. Elle approche l'étincelle au bout du papier sec caché au milieu du tas. La première lumière grise de l'aube perce le ciel au-dessus des palmiers. Aïssata se lève du tronc de bois où elle était assise. Ses jambes sont engourdies par la nuit assise. Elle a la bouche pâteuse, les yeux un peu gonflés par le manque de sommeil. Mais elle ne sent pas la fatigue. Son cœur accélère déjà. Il bat plus fort comme sa poitrine. C'est le moment. Le résultat de 3 jours de travail est là, sous la couche de terre. Elle s'agenouille devant le four. Elle prend un petit bâton pointu qu'elle a préparé la veille. Elle gratte doucement la couche de terre, fine, qui recouvre le trou. La terre est encore chaude sous ses doigts. La chaleur remonte le long de ses bras. Elle enlève la terre petit à petit. Elle ne veut pas heurter les peaux par accident. Elle gratte avec précaution. Elle enlève ensuite la couche de paille sèche qui a brûlé en partie pendant la nuit. La fumée chaude sort du trou. Elle porte une odeur forte, nouvelle, celle de l'argile durcie par le feu. L'odeur monte à son nez. Elle est un peu âcre, mais elle sent bon pour elle. C'est l'odeur du travail terminé. Elle écarte la dernière couche de paille. Le sommet des peaux apparaît. La première chose qu'elle voit, c'est la couleur. L'argile est devenue rouge, sombre, lisse, brillante, là où la lumière de l'aube frappe. Elle tend la main pour toucher le bord d'un grand pot. La surface est dure, dure comme la pierre. Pas une fissure, pas une cassure. Son cœur fait un bond. Elle dégage le pourtour du trou un par un. Elle dégage chaque pot lentement pour voir l'état de chacun. Quand elle a dégagé 9 pots, elle s'arrête. Il y a un espace vide au milieu du tas. Aïssata ne perd pas une minute. Elle va chercher les 2 paniers en osier qu'elle a tressés elle-même l'hiver dernier. Elle les pose sur le sol à côté du four. Elle prend chaque pot un par un, elle les enveloppe dans de la paille sèche pour qu'ils ne se heurtent pas pendant la marche. Elle les place doucement dans les paniers, alternant les grands et les petits pour répartir le poids équitablement. Quand les 2 paniers sont pleins, elle noue des liens en corde autour des bords pour que les pots ne bougent pas. Elle se baisse. Elle place le premier panier sur sa tête. Elle ajuste l'équilibre lentement. Le poids pèse sur ses épaules et son cou. Elle prend le deuxième panier. Elle le place devant son ventre. Elle le serre contre elle avec un bras. Elle fait un premier pas hors de la cour. Un des grands pots glisse légèrement dans le panier supérieur. Le bruit sec du choc contre l'osier la fait tressaillir. Elle s'arrête immédiatement. Elle ne peut pas risquer une cassure sur la route. Elle descend lentement les 2 paniers sur l'herbe sèche. Elle dénoue les liens. Elle réouvre les paniers. Elle vérifie chaque pot. Aucun n'est cassé. Le choc n'a fait que rafler un peu la paille d'emballage. Elle remet les pots en place. Elle ajoute une couche de paille supplémentaire entre chaque pot pour amortir les chocs. Elle renoue les liens plus serrés cette fois. Elle ajuste de nouveau la charge sur sa tête. L'équilibre est bon. Le poids est lourd, mais elle peut le porter. Elle referme la porte de la cour derrière elle. Elle ne rentre pas pour boire un verre d'eau. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Ses rayons chauffent le dos d'Aïssata. La chaleur pénètre à travers la peau. Elle fait couler des gouttes de sueur le long de sa colonne vertébrale. Son cœur bat à couper le souffle. Il bat au rythme de ses pas. Il bat pour les 10 pots. Il bat pour le livre qui attend. Le bruit du marché l'atteint avant qu'elle ne le voie. Des cris de marchands, des rires, des chuchotements, le bêlement d'un chèvre attaché à un poteau, le claquement des mains pour négocier, l'odeur des épices, de la viande fraîche, des fruits mûrs montent dans l'air chaud, mélangés à la poussière qui flotte entre les étals. Aïssata franchit la limite du marché, les yeux qui plissent contre le soleil qui brille en plein milieu du ciel. Elle cherche des yeux, un endroit libre pour poser sa natte. Tous les emplacements proches de l'entrée où passent le plus de clients sont déjà occupés. Des marchands de légumes ont installé leurs grands paniers de rotins, remplis de tomates rouges et de concombres verts. Un vendeur de tissus a étalé ses rouleaux de couleurs sur le sol. Un boucher a installé sa table de bois devant sa tente. Aïssata marche lentement le long des rangées d'étals, la charge toujours sur la tête. Elle ne veut pas déranger personne. Elle ne veut pas prendre la place d'un autre. Son cœur bat plus fort à chaque pas. Si elle ne trouve pas d'endroit,
elle ne pourra pas vendre ses pots. Elle devra rentrer chez elle avec toute sa charge et son rêve disparaîtra. Elle marche jusqu'au bout de la première rangée, juste à côté de l'entrée principale. Dans un coin entre un étal de savon et un tronc de grand arbre, il y a un petit espace libre, pas très grand, mais assez pour poser une natte et aligner 10 pots. C'est loin du centre du marché. Les clients passeront moins souvent, mais c'est le seul endroit libre. Aïssata s'arrête. Elle accepte la place. Elle descend lentement les 2 paniers de sa tête et de son bras, les pose doucement sur la poussière du sol. Elle ne laisse rien tomber. Aucun choc ne fait trembler les pots. Elle sort de son panier la vieille natte de paille qu'elle a apportée. Elle l'étale sur le sol. Elle lisse les plis avec la paume de la main pour qu'elle soit bien à plat. La natte est un peu usée. Les bords sont effilochés, mais elle tient bien. Elle dénoue les liens des paniers un par un. Elle enlève la paille d'emballage autour de chaque pot. Elle prend chaque pot entre ses 2 mains. Elle le porte jusqu'à la natte et elle le pose doucement. Elle les aligne par taille. Les 6 grands pots pour le mil en première ligne, les 4 petits pots pour l'eau derrière. Elle ajuste chaque pot pour qu'ils soient tous bien droits, bien espacés, que chaque client voit bien la forme lisse et la couleur uniforme. Quand tous les pots sont posés, elle s'assoit sur le bord de la natte, les mains posées sur ses genoux. Elle regarde des clients qui passent et repassent devant l'entrée du marché. Son cou la fait toujours mal. Sa gorge est toujours sèche. Son cœur bat toujours très fort. Il bat plus fort que quand elle marchait sur la route. Elle est là. Elle est installée. Ses pots sont beaux. Ils sont bien cuits. Ils sont prêts. Maintenant, il faut attendre. Elle attend que quelqu'un s'arrête. Elle attend que quelqu'un regarde ses pots. Elle attend que quelqu'un achète. L'espoir est là, chaud dans sa poitrine. Mais l'angoisse est là aussi, glacée au fond de son ventre. Et si personne ne s'arrête, et si personne ne veut acheter, elle serre les poings sur ses genoux. Elle ne bouge pas, elle attend. Les clients défilent devant son petit étal, un par un, en groupe. Ils marchent vers le centre du marché où se trouvent les étals de viande, de légumes et de tissus. Leurs yeux glissent sur les pots d'argile alignés sur la natte. Aucun ne ralentit le pas. Aucun ne s'arrête pour regarder de plus près. Une demi-heure passe. Aïssata n'a pas eu la première visite. La chaleur du soleil monte encore. Elle brûle le haut de son crâne. Elle fait couler la sueur sur son front. La sueur tombe sur ses genoux. Son dos lui fait de plus en plus mal. La douleur est profonde, née des 3 kilomètres de marche. Elle ne bouge pas. Elle ne quitte pas des yeux les gens qui passent. Enfin, un premier homme s'arrête. Il baisse la tête pour regarder les pots. Aïssata retient son souffle. Il touche la paroi d'un grand pot du bout du doigt. Il demande le prix. Aïssata le dit, doucement mais clairement. L'homme fronce les sourcils. Il hausse les épaules. Il propose seulement un tiers du prix qu'elle demande. Aïssata serre les dents. Elle dit non, doucement mais ferme. L'homme rit à haute voix. Il dit qu'elle est folle de vouloir autant pour un simple pot d'argile fait par une fille. Il s'en va sans ajouter un mot. Aïssata reste assise, les poings serrés. 10 minutes plus tard, une femme s'arrête. Elle prend un petit pot dans ses mains. Elle le tourne dans tous les sens. Elle tapote la paroi pour vérifier la solidité. Elle l'approche de son oreille pour écouter le son du tapotement. Aïssata espère. La femme propose la moitié du prix. Aïssata refuse encore. Elle explique que le prix est déjà très bas, qu'elle a travaillé 3 jours pour faire tous ses pots. Le soleil commence à descendre derrière les grands arbres qui bordent le marché. L'air chaud se rafraîchit lentement. Les ombres s'étirent sur la terre poussiéreuse. Elle couvre peu à peu les étals. Les cris des marchands deviennent moins forts. Beaucoup de clients ont déjà quitté le marché, leur panier plein de provisions. Aïssata ne bouge toujours pas. Elle compte mentalement les pots qui restent sur sa nappe. Elle a vendu un grand pot et 5 petits. Il reste 3 grands pots et 2 petits. Non, elle recompte. Elle a vendu 4 pots en tout pendant la journée. 6 restent. Non, oui, attendez. Les 10 pots qu'elle a apportés. 2 vendus ce matin. 2 vendus il y a 1 heure. Il reste donc 6. Non, elle a mal compté. Ouvre les yeux, compte à voix haute, tout doucement, pour ne pas que quelqu'un l'entende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pots. Le premier qui a eu un éclat, elle ne l'a pas vendu. Oui,
7. Puis, un homme a acheté 2 grands il y a 20 minutes. Aïssata serre les dents. Il reste 3. 3 pots seulement à vendre. Il reste 3 pots. Et la nuit va tomber dans moins d'1 heure. Si elle ne vend pas ces 3 pots, elle n'aura pas assez d'argent. Son livre lui échappera encore. Elle se lève lentement de la natte. Ses jambes sont raides. Elle a du mal à plier les genoux. Elle a été assise toute la journée sans bouger. Son estomac est vide. La faim tire au fond de son ventre. Elle a la tête qui tourne un peu. Elle pose une main sur le tronc du grand arbre à côté d'elle pour tenir debout. Elle attend que le vertige passe. Elle commence à préparer les liens des paniers pour ranger ce qui reste. Elle a déjà attrapé le premier pot restant pour le remettre dans la paille d'emballage. C'est alors qu'une ombre nouvelle se pose sur sa natte. Aïssata repose lentement le pot sur la natte. Elle baisse la tête, comme elle a l'habitude de faire devant les gens qui ont plus qu'elle. Elle répond tout doucement, « Oui, mère ». La dame ne dit rien tout de suite. Elle s'approche de l'étal. Elle s'accroupit lentement pour être à la hauteur des pots alignés. Elle tend la main. Elle touche d'abord la courbe douce d'un grand pot pour le mil. Son doigt glisse sur la paroi lisse du bord jusqu'à la base. Elle redresse la tête, elle regarde les joints, elle vérifie l'égalité de la cuisson, elle touche la rondeur du petit pot à eau qu'Aïssata a façonné. Aïssata reste immobile à côté d'elle. Elle attend. Elle s'attend à ce que la dame fronce les sourcils. Elle s'attend à ce qu'elle propose la moitié du prix, comme tous les autres. Elle s'attend à ce qu'elle rit ou qu'elle s'en va sans rien dire. Son cœur bat plus fort. Chaque seconde de silence semble durer 1 heure. Enfin, la dame se relève. Elle a un petit sourire sur les lèvres. Elle dit, « Tes mains parlent bien. » Beaucoup de potiers plus expérimentés font moins bien que toi. Aïssata croit mal entendre. Elle ouvre les yeux un peu plus grands. Elle ne répond pas. Elle n'a jamais entendu quelqu'un parler d'elle et de son travail comme ça. La dame désigne 2 des grands pots alignés. « Je vais prendre ceux-ci, dit-elle. Combien me dis-tu? Aïssata dit le prix, la voix un peu tremblante, comme elle l'a dit à tous les autres. Elle est prête à négocier, prête à baisser le prix s'il le faut. Mais la dame ne discute pas. Elle sort aussitôt son sac à main en cuir souple. Elle compte les pièces une par une. Elle les dépose dans la paume de la main d'Aïssata. Aïssata compte en vitesse. Il y a plus de pièces qu'elle n'avait demandé. Aïssata reste debout devant sa natte. Les pièces sont chaudes dans sa main à cause du soleil qui a chauffé l'air tout le jour. Les yeux d'Aïssata restent fixés sur les pièces pendant quelques secondes. Elle sent le sang remonter à ses joues et un petit frisson court le long de son dos. Elle lève les yeux vers la sortie du marché, mais la dame a déjà disparu entre les autres étals. Un groupe de femmes qui attendaient près de l'étal de tissu a vu la scène. Elles avaient regardé Aïssata attendre toute la journée sans rien acheter, sans dire un mot. Elles se mettent à murmurer entre elles. L'une d'elles s'approche lentement, les mains sur les hanches. Elle regarde les pots qui restent. Elle demande combien coûte un petit pot pour ranger les épices. Aïssata répond, la voix toujours un peu tremblante. La femme paye immédiatement le prix demandé et prend le pot dans son panier. Un homme qui venait d'acheter des oignons s'arrête à son tour. Il a besoin d'une nouvelle marmite pour cuire le mil pour sa famille. Il regarde la marmite, il la tapote une fois du poing, il paye et l'emporte. D'autres clients suivent, un par un. Certains venaient déjà au marché ce jour-là. Ils n'avaient pas jeté un regard à son étal. Maintenant, ils s'arrêtent parce qu'ils ont vu que la dame de la ville a acheté ses pots. Aïssata serre le petit sac en cuir contre sa poitrine. Elle serre si fort que les bords du sac creusent la peau à travers le tissu. Les pièces claquent doucement les unes contre les autres et chaque petit choc résonne dans son corps comme un battement de cœur. Elle ne s'arrête pas pour boire l'eau qu'elle a apportée dans sa calebasse. Elle ne s'arrête pas pour manger le petit morceau de mil qu'elle avait caché dans sa poche pour la journée. Elle ne retourne pas chez elle d'abord pour prévenir sa mère. Elle ne pense qu'à une chose, le manuel de lecture qui attend dans le vieux carton sur l'étal du colporteur. Elle serre les dents, elle tourne les talons et elle court. La poussière du marché vole sous ses pas. Le soleil a baissé dans le ciel, mais il chauffe encore son dos quand elle sort de l'enclos du marché. Elle traverse la route de terre qui mène au village. Ses pieds frappent le sol dur, un par un. Ses jambes sont lourdes après toute la journée debout.
mais elle ne sent plus la douleur. Elle ne sent plus la gorge sèche qui lui brûle depuis des heures. Tout ce qu'elle sent, c'est le poids chaud des pièces contre son cœur et le manuel qui se rapproche à chaque pas. Quand elle arrive près de l'endroit où le colporteur a installé son étal, elle ralentit un peu, haletante. Elle voit le colporteur qui est justement en train d'attacher son dernier paquet sur le dos de son âne. Elle inspire un grand coup d'air chaud chargé de poussière. Sa poitrine se soulève et descend trop vite. Elle ne peut pas contrôler son souffle. Elle avance encore 2 pas jusqu'au bord de l'étal et elle pose les yeux sur le vieux carton entrouvert. Les bords du carton sont usés, déformés par l'humidité des dernières pluies. Mais il est toujours là, exactement comme elle l'a laissé. Elle ouvre la bouche et les mots sortent en coupure. À bout de souffle, les livres dans le vieux carton, est-ce qu'ils sont encore là? Elle répète la question une deuxième fois parce que sa voix est trop faible pour que le colporteur l'entende. Le colporteur arrête de tirer sur la corde du paquet. Il lève la tête, ses sourcils se froncent. Il regarde Aïssata, la peau brillante de sueur, les cheveux collés au front, le souffle qui court. Il est surpris de la voir revenir aussi vite. Après 3 jours seulement, il connaît le prix qu'il a annoncé. Il sait combien de temps il faut à une jeune fille comme elle pour réunir cet argent. Il regarde le petit sac qu'elle serre toujours contre sa poitrine, les doigts blancs de tension. Il laisse tomber la corde sur le dos de l'âne. Il répond d'une voix lente, un peu étonnée. « Toi encore ?» ?»« Oui, personne n'a touché à ces vieux bouquins. » Il fait un signe de la tête vers le carton posé à terre. Ils ne valent rien pour personne ici. Tout le monde passe, tout le monde jette un coup d'œil, puis personne ne revient. Tout le monde préfère acheter du savon ou du tissu, des choses qui servent vraiment. Il attend 1 seconde, puis il ajoute: « Ton potier a marché vite, on dirait. Tu as réuni l'argent si vite. » Aïssata entend ces mots et un poids immense disparaît de sa poitrine. Elle peut reprendre son souffle petit à petit. Son cœur ralentit sa course folle. Les livres sont toujours là. Ils n'ont pas été vendus. Ils attendent toujours elle. Aïssata marche d'un pas rapide vers le vieux carton. Elle plie la taille, elle tend la main, elle touche d'abord le petit manuel de lecture qu'elle a tenu 3 jours plus tôt. La couverture usée est toujours aussi douce sous ses doigts, comme elle s'en souvenait. Elle le serre un instant contre elle, puis elle prend un cahier à couverture grise, dont les premières pages sont encore blanches, jamais utilisées. Elle ajoute à la pile un vieux dictionnaire, dont la couverture a disparu depuis longtemps. Les pages sont attachées seulement par la colle du dos. Elle porte la petite pile jusqu'à l'étal de bois, où le colporteur pose ses marchandises. Elle pose les livres doucement, comme si elles sont des objets fragiles qui pourraient se casser si elle les jette. Elle desserre les doigts du petit sac en cuir contre sa poitrine. Le cordon du sac est serré depuis des heures. Elle dénoue le nœud lentement, ses doigts tremblent un peu. Elle verse les pièces sur la planche de bois, une par une, pour compter devant le colporteur. Chaque petite pièce de cuivre brille dans la lumière du soir qui descend. Chaque pièce correspond à un morceau d'argile pétrie jusqu'à ce que les bras la brûlent. Chaque pièce correspond à une nuit passée à surveiller le four, à un pas sur la route vers le marché, à un client qui a accepté de prendre le pot. Il lève les yeux vers Aïssata. Il regarde le petit sac vide qu'elle tient maintenant dans la main gauche. Il fronce les sourcils. Il la regarde longtemps, sans parler. Le vent du soir soulève un peu de poussière sur le sol de terre du marché. Le bruit des autres étals diminue petit à petit. Beaucoup de marchands ont déjà fini de ranger leurs marchandises. Le silence s'installe entre deux, entre la pile de pièces sur la planche et la pile de livres à côté. Aïssata tient son dos droit. Elle ne baisse pas les yeux. Elle attend que le colporteur parle, que la transaction soit finie, que les livres soient enfin à elle. Le colporteur ouvre la bouche et sa question sort lentement, avec un soupçon de surprise dans la voix. « Tu sais déjà lire ?» Aïssata ne réfléchit pas 1 seconde. Elle ne cache rien. Elle regarde le colporteur droit dans les yeux et elle répond d'une voix claire et ferme. « Pas encore. » Le colporteur reste immobile. Ses sourcils se détendent un peu. La surprise laisse place à quelque chose d'autre, quelque chose de doux qu'Aïssata ne voit pas tout de suite. Il garde le silence pendant une longue minute. Le soleil descend encore un peu derrière les toits des étals et la lumière devient plus dorée, plus douce sur les visages. Le colporteur ne dit rien.
Il plonge la main dans son grand sac de cuir noir posé à ses pieds, derrière l'étal. Il fouille entre des couteaux, des ficelles, des étoffes roulées, des petits objets de rechange. Il remue les choses doucement. Il cherche pendant quelques secondes. Puis il retire la main du sac. Entre ses doigts, il tient un crayon de bois presque neuf qui n'a été taillé qu'une seule fois. La mine est encore pointue. Le bois n'a pas encore de traces de doigts répétés. Il pose le crayon doucement sur le haut de la pile des livres que Aïssata a achetés. Il ne demande pas d'argent supplémentaire. Il ne dit pas de longs discours. Il regarde Aïssata et il dit simplement, d'une voix qui porte bien dans le silence du soir. Alors commence. Aïssata traverse le village dans l'obscurité qui tombe. Elle serre la pile de livres contre sa poitrine, le crayon tout neuf glissé entre les pages du cahier. Chaque pas la rapproche de la case. Chaque pas lui fait sentir le poids doux des pages, le rêve qui est enfin à elle. Elle ouvre la porte de la case sans faire de bruit. Sa mère dort déjà dans le coin. Sa respiration rauque et régulière remplit la pièce obscure. Elle dépose les livres sur la petite planche de bois qui lui sert de table près de la fenêtre. Elle allume la lampe à pétrole. La flamme tremble un peu. Elle projette des ombres mouvantes sur les murs de torchis. La lumière jaune éclaire la page blanche du cahier qu'elle ouvre lentement. Aïssata pose le manuel de lecture à côté. Elle l'ouvre à la première page. Les lettres noires se dessinent clairement sur le papier jaunâtre. Elles ont toujours un air mystérieux, mais elles ne lui font plus peur maintenant. Elle prend le couteau posé sur la table. Elle aiguise la pointe du crayon doucement pour que la mine soit bien pointue. Les copeaux de bois tombent sur la table légers et bruns. Elle pose la pointe du crayon sur la feuille la plus blanche. Elle inspire lentement. Elle se penche un peu vers la page. Elle copie la première ligne du manuel. Quand elle retire le crayon, la ligne est toute tordue. Les lettres sont trop grosses les unes, trop petites les autres. Certaines penchent vers la gauche, d'autres vers la droite. Le trait est épais par endroits, trop fin par d'autres. Elle regarde la ligne, elle ne sourit pas. Elle ne jette pas la feuille. Les jours suivants s'inscrivent dans une routine que Aïssata construit elle-même, heure par heure, sans laisser de place au hasard. Elle se lève avant que l'aube ne colore le ciel au-dessus des toits. Elle prend sa calebasse et marche 3 kilomètres jusqu'à la rivière pour chercher l'eau dont la famille a besoin pour la journée. Le chemin est froid. La rosée moule ses pieds nus. Elle ne ralentit pas. Après avoir porté l'eau jusqu'à la case, elle rejoint les champs du village. Elle sacle les rangs de mil. Elle arrache les mauvaises herbes à la main. Elle ramasse les feuilles mortes qui nourrissent le sol. Son dos brûle sous le soleil qui monte. Ses mains se couvrent de petites éraflures. Elle ne s'arrête pas avant midi. Elle rentre pour préparer le repas pour elle et sa mère. Elle tamise le mil. Elle allume le feu dans le foyer. Elle remue la bouillie pendant que la chaleur du feu embrase son visage. Après le repas, elle aide sa mère à s'installer sur la natte de paille près de la porte pour qu'elle puisse respirer l'air frais. Elle ramasse l'argile qu'elle a ramenée la veille. Elle pétrit de nouveaux pots pour vendre au marché. Elle lisse les parois, arrondit les bords comme elle l'a toujours fait. Quand le soleil commence à descendre derrière le grand manguier, elle a fini tous les travaux. Quand tout le monde s'assoit pour manger, puis s'endort après la journée de travail, Aïssata sort son livre et son cahier de la petite cache qu'elle a faite derrière la pile de pots. Elle ouvre le manuel, elle commence à étudier, les yeux rivés sur les lettres, la main prête à tracer le mouvement. La flamme de la lampe vacille d'un coup. Elle devient plus petite, plus faible, comme si elle étouffe lentement. Aïssata lève les yeux. Elle voit le réservoir de la lampe. Il est vide depuis la dernière semaine. Elle a dépensé tout son argent pour les livres. Il ne reste plus rien pour acheter de l'huile nouvelle. La flamme tremble une dernière fois. Puis elle s'éteint. L'obscurité envahit toute la pièce. Seule la lumière pâle de la lune passe par la fenêtre ouverte, dessine des traits argentés sur la table de bois. Aïssata reste immobile 1 minute. Elle ne ferme pas le livre. Elle ne range pas le cahier. Elle réfléchit. Son cœur bat un peu plus fort, mais elle ne cède pas à la déception. Elle se lève doucement pour ne pas réveiller sa mère qui dort dans le coin de la pièce. Elle prend son manuel. Elle prend sa chaise en bois léger. Elle porte les deux dehors dans la cour de la case. L'air de la nuit est frais. Il caresse son visage qui
qui a chaud de la journée de travail. Le chant des cris remplit l'air tout autour d'elle. Elle pose la chaise sur le sol de terre battue, à l'endroit où la lumière de la lune tombe le plus fort. Elle s'assied. Elle ouvre le manuel sur ses genoux. La lumière argentée éclaire les lettres noires sur le papier jaunâtre. Elles sont moins claires qu'à la lumière de la lampe, mais elles sont bien là. Aïssata approche sa main. Elle pose le bout de son index sur la première lettre de la ligne. Elle suit le contour de la lettre lentement pour sentir le relief du papier imprimé. Toute son attention est sur la page. Les voix ne tardent pas à monter. Elle commence par des murmures derrière les murs des cases, puis des éclats de rire qui traversent la cour d'Aïssata quand elle est assise sous la lune avec son livre. Les hommes qui rentrent des champs le soir passent devant sa porte et crient leurs plaisanteries d'une voix forte pour être sûr qu'elle entend. Une femme apprend-elle à lire? Ça ne sert à rien. Les lettres ne remplissent pas les estomacs. Pourquoi perdre des heures sur du papier quand on pourrait faire plus de pots, gagner plus de pièces pour acheter du mil? Un groupe d'hommes s'arrête un soir, les mains sur les hanches, et l'un d'eux crie: tu crois que les lettres vont te donner du pain? Un autre rigole plus fort: tu veux devenir ministre du roi, toi? Tu quitterais notre village de poussière pour le palais? Un troisième crache par terre et dit: les livres ne remplissent pas les marmites. Mieux vaut pétrir de l'argile que de perdre ton temps avec des papiers qui ne valent rien. Les voix des femmes se joignent au rire. Certaines qui ont passé toute leur vie à travailler la terre et élever les enfants haussent les épaules. Elles disent que le travail d'Aïssata n'est pas naturel. Une femme qui a des enfants à nourrir n'a pas le droit de passer des nuits sur des livres. C'est de la paresse, c'est de la folie. Une voisine qui vient chercher de l'eau un midi dit à haute voix à sa compagne: Aïssata a perdu la raison. Elles vendent des pots pour acheter des papiers inutiles. Qui a jamais vu ça? Les mots traversent l'air. Ils frappent le mur de torchis de la cour. Ils arrivent directement aux oreilles d'Aïssata, qui trace ses lettres sur son cahier, les doigts posés sur le papier. Aïssata entend tous les mots, chaque rire, chaque accusation, chaque murmure derrière son dos. Elle lève parfois la tête quand les voix sont trop fortes. Son regard traverse la porte de la cour. Elle voit les ombres des villageois qui passent sur le chemin de terre. Son souffle ne se coupe pas, son cœur ne bat pas plus fort. Elle ne serre pas les poings, elle ne crie pas en retour, elle ne répond presque jamais. Un soir, un groupe reste planté devant la porte pendant 10 minutes, répétant leurs plaisanteries de plus en plus fort pour la faire sortir de ses gonds. Aïssata ne lève même pas la voix. Elle continue de suivre le contour des lettres avec son doigt, page après page, ligne après ligne. Les rires s'éteignent tout seuls. Les villageois finissent par s'en aller, déçus de ne pas avoir obtenu de réaction. Aïssata referme son livre quand la lune est trop haute. Elle range son cahier dans le petit coin de la case, à l'abri de la poussière et de l'humidité. Le lendemain matin, elle se lève avant l'aube comme tous les jours. Elle porte la calebasse sur sa tête pour aller chercher l'eau à la rivière. Elle revient. Elle prépare le repas pour sa mère. Quand elle rentre le soir, après avoir fait tous les travaux, elle sort le bloc d'argile brune. Elle verse de l'eau dessus. Elle pétrit. Son poing s'enfonce dans la terre humide. Un jour, un jeune homme arrive au village. Il s'appelle Moussa. Il est instituteur et il est affecté à la petite école de briques au bout du chemin principal. Il ouvre la porte de la classe chaque matin quand le soleil n'est pas encore trop chaud. Il fait répéter les sons et les mots aux enfants qui crient leurs réponses d'une voix forte qui traverse les murs. Il ferme la porte de l'école en milieu d'après-midi quand la chaleur devient trop forte pour que les enfants restent assis sur les bancs. Chaque jour, quand Moussa entre dans la classe, il remarque la même silhouette de l'autre côté du mur, près de la fenêtre ouverte. Une silhouette qui se colle contre le mur de terre, qui ne bouge presque pas, qui reste là pendant toute la durée de la leçon. Il a vu d'abord des ombres passer, puis il a compris que c'était une personne qui venait écouter. Il ne dit rien pendant plusieurs semaines. Il continue son cours, il fait travailler les enfants, et la silhouette reste dehors, immobile, écoutant chaque mot que Moussa prononce, chaque réponse que les enfants donnent. Un après-midi, Moussa a terminé la leçon un peu plus tôt que d'habitude. Les enfants ont rangé leurs cahiers et ils sont sortis en courant pour jouer dans la poussière du chemin. Moussa ramasse les feuilles sur son bureau, puis il entend un petit bruit de pas qui ne s'éloigne pas. Il lève la tête vers la fenêtre. Il voit le dos d'Aïssata qui s'appuie contre le mur,
la tête tournée vers l'intérieur de la classe, comme si elle retenait son souffle pour ne pas être entendue. Aïssata sursaute quand elle entend le pas de Moussa sur la terre sèche. Elle se tourne brusquement, son cœur bat tout à coup plus fort contre ses côtes. Elle recule d'un petit pas, la main serrée sur le dos, autour du livre usé qu'elle porte toujours contre elle. Moussa s'arrête. Il lève légèrement les mains pour lui montrer qu'il ne vient pas la chasser. « Pourquoi restes-tu là, dehors ?» demande-t-il d'une voix douce. « Tu peux entrer si tu veux. » Aïssata hésite. Elle regarde la porte de l'école derrière Moussa, puis elle regarde ses propres chaussures couvertes de poussière. Elle serre plus fort son manuel contre elle, puis elle le sort de derrière son dos et elle le tend à Moussa. « J'essaye d'apprendre seule, dit-elle. Sa voix est faible, mais elle ne tremble pas. Moussa prend le livre dans ses mains. Il l'ouvre lentement. Il parcourt les pages une par une. Chaque page est couverte d'annotations maladroites, toutes tracées au crayon. Des lettres répétées des dizaines de fois, les unes sous les autres, jusqu'à ce que le papier soit presque usé par le frottement de la mine. Des petits mots écrits en marge, entourés de traits pour les retenir. Des corrections, des ratures, des tentatives encore et encore. Il lève les yeux vers Aïssata. Il voit les cernes sous ses yeux, causées par les nuits passées à apprendre après tous les travaux. Il voit les mains couvertes de traces d'argile, qui ont façonné les peaux pour acheter chaque page du cahier. Il ne rit pas, il ne hausse pas les épaules. Il dit simplement, « Viens demain soir après la classe, je t'aiderai. » À partir de ce moment, le monde d'Aïssata s'élargit plus vite que jamais. Moussa lui apprend les sons des lettres, comment assembler les mots, comment construire des phrases, comment compter les chiffres. Elle absorbe tout avec une faim immense, comme une éponge qui boit l'eau après une longue saison sèche. En quelques mois, elle lit lentement mais sûrement. Elle ne s'arrête plus. Elle découvre des histoires de pays lointains, les règles de la science, les lois du pays, les poèmes qui chantent dans la bouche. Chaque page qu'elle tourne lui donne l'impression de respirer plus large. Elle recommence à vendre des pots chaque semaine pour acheter d'autres livres. Les gens du village trouvent toujours cela absurde, mais leur opinion ne l'arrête plus. Sa mère tombe gravement malade pendant une saison des pluies. Grâce à un guide de santé qu'elle a acheté, Aïssata reconnaît les signes du paludisme grave. Elle charge sa mère sur un âne et marche 12 km jusqu'au dispensaire. Le médecin dit qu'un jour de retard aurait pu être fatal. Sa mère guérit. Plus tard, quand les récoltes sont mauvaises pendant 2 ans, elle partage ce qu'elle a lu sur la rotation des cultures. Ceux qui essaient récoltent 30% de plus l'année suivante. Peu à peu, les moqueries s'éteignent. Des femmes viennent lui demander de lire des lettres de leurs fils partis travailler en ville. Des hommes lui demandent de remplir des formulaires administratifs. Des enfants s'assoient tous les soirs devant sa porte pour entendre des histoires. Elle construit une petite bibliothèque communautaire gratuite. Elle ouvre des cours du soir pour les adultes qui n'ont jamais appris à lire. Quand elle revient au village, rien n'a changé et tout a changé. Aïssata passe devant sa vieille maison. Contre le mur de torchis, quelques pots d'argile sèchent encore au soleil, comme quand elle était jeune. Elle tend la main et caresse un pot doucement du bout des doigts. Le pot est chaud sous le soleil de fin d'après-midi. Il a la courbe douce que ses mains ont façonnée elles-mêmes. Il a la solidité que le feu lui a donnée, comme elle-même a acquis la solidité de toutes ces années de travail. Aïssata garde sa main posée quelques secondes, les doigts légers, en pensant à toutes les nuits passées à pétrir l'argile, à toutes les pièces comptées une par une, à la première ligne de lettres qu'elle a tracée 10 fois d'affilée. Elle n'a pas oublié la sensation de la boue d'argile qui colle aux avant-bras, ni le cœur qui battait quand elle a marché vers le marché avec ses premiers pots sur la tête, ni la joie qui l'a submergée quand elle a serré son premier manuel contre sa poitrine. Toutes ces pièces dépensées pour ce bout de papier. Un petit rire d'enfant monte du chemin qui mène à la bibliothèque. Une petite fille court, tenant un livre d'images contre elle. Son frère court derrière elle pour l'attraper. Aïssata retire sa main et se tourne vers le centre du village. L'ombre du grand manguier s'étend déjà sur la place. Des adultes sortent du cours du soir. Ils se parlent doucement. Certains montrent leurs cahiers à leurs voisins, les lettres plus nettes que le mois dernier. Les enfants jouent autour des arbres. Les uns lisent les histoires qu'ils ont apprises à voix haute pour les autres. Quelques années plus tôt, personne n'aurait imaginé cette scène.
Des femmes qui ne pouvaient même pas signer leur nom remplissent maintenant leur propre formulaire. Des hommes qui ne savaient pas compter leur récolte gèrent leur compte tout seuls. Des jeunes qui n'auraient jamais pu quitter le village préparent leurs examens pour étudier en ville. Tout a commencé avec un pot d'argile et un vieux livre, personne ne voulait. Tout a grandi pas à pas, comme l'argile prend forme sous les mains, comme une graine pousse lentement jusqu'à devenir un grand arbre qui donne de l'ombre à tous ceux qui passent. Aïssata marche lentement vers la bibliothèque. La porte est ouverte. La lumière de la lampe solaire brille à l'intérieur. Des voix attendent. Une nouvelle nuit d'apprentissage commence, comme toutes celles qui ont précédé. Et le vent porte l'écho des mots lus à voix haute, qui s'envolent bien au-delà des murs du village. L'air du soir est doux. Il porte l'odeur de la poussière chaude et des feuilles de manguier. Aïssata sent le vent frapper son visage. Elle entend les murmures qui sortent de la petite salle de classe. Elle ralentit le pas. Elle laisse le silence du crépuscule l'envelopper un instant. Elle pense à ce colporteur qui a ajouté un crayon presque neuf sur sa pile de livres, ce jour où elle a dépensé toutes ses pièces pour 3 vieux bouquins que personne ne voulait. Elle pense à ce premier soir où elle a tracé sa première ligne, les lettres maladroites, la lampe qui tremblait, le sommeil qui l'a gagné la tête sur la page. Elle pense aux moqueries qui ont fusé de toutes parts, aux doutes qui ont grimpé dans son cœur parfois. Les nuits où la lampe s'éteignait et elle devait apprendre à la lumière de la lune. Personne ne croyait en elle, à part elle-même. Personne ne voyait ce qu'elle voyait. Des mots qui peuvent ouvrir des portes que même les plus forts ne peuvent pas défoncer. Des mots qui peuvent sauver une vie, qui peuvent nourrir des récoltes, qui peuvent donner un avenir à des gens qui n'en avaient pas. Elle pousse la porte de la bibliothèque à pas lents. L'odeur du papier frais et du vieux papier lui monte au nez. Les étagères sont pleines, des livres de toutes les couleurs, pour tous les âges, pour tous les besoins. Une dizaine d'adultes sont assis sur les bancs de bois, leurs cahiers ouverts devant eux. Une petite fille est assise sur le pas de la porte. Elle tourne les pages d'un livre d'images lentement, les yeux grands. Tout le monde lève les yeux vers elle et un sourire se répand sur tous les visages. Aïssata s'avance vers le tableau noir. Elle prend la craie dans sa main. Elle trace la première lettre du jour, claire et nette, sur la surface noire. Dehors, les étoiles sortent une par une au-dessus des toits de terre. Le vent porte le son des lettres répétées à voix haute, loin dans la nuit du village. Ce premier choix, ce premier pot vendu, ce premier livre acheté, a changé pour toujours la trajectoire de centaines de vies. Et l'histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue chaque nuit, chaque lettre, chaque page, pour tous ceux qui veulent apprendre, pour tous ceux qui veulent prendre leur envol. La craie gratte doucement la surface du tableau noir. Elle laisse une trace blanche, nette, bien droite, comme la route qu'Aïssata a tracée elle-même depuis le premier jour. Aïssata sent encore sous ses doigts la texture de l'argile, même après toutes ces années, même quand elle tient une craie ou un crayon, ce n'est pas parti. La terre est restée dans ses pores, dans le creux de ses ongles, dans la force de ses poignets. Elle rappelle toujours d'où elle vient. La terre qui l'a nourrie, qui lui a donné de quoi acheter son premier livre, qui a porté tous ses espoirs quand personne d'autre ne les portait. Elle regarde les visages devant elle, des jeunes qui ont les yeux brillants, impatients d'apprendre. Des adultes qui tracent lentement les lettres sur leurs cahiers, la langue entre les dents, concentrés. Des mères qui répètent les mots à voix basse pour pouvoir lire la prochaine lettre de leur fils qui travaille en ville. Des pères qui calculent lentement sur leur cahier pour savoir combien ils gagneront à la prochaine récolte. Personne ne perd rien. Tout est là pour qui veut le prendre, comme l'eau du marigot, comme l'ombre du manguier, comme l'air que tout le monde respire. Un garçon lève la main, il demande de répéter le son de la lettre. Aïssata répète clairement, lentement, comme elle l'a fait 100 fois avant ça. Toute la salle répète après elle. Le son monte, doux et ferme, remplit toute la petite pièce, sort par la porte ouverte, se fond dans le vent de la nuit. La terre a donné de quoi acheter des pages de papier. Les pages ont donné des ailes à tout un village. Ces ailes ne se plieront jamais. Elles continueront de porter des rêves, des vies, des espoirs pour les générations qui viennent, longtemps après que les premiers pots ont été façonnés, longtemps après que la première lettre a été tracée. Ce cycle ne s'arrête jamais. Il continue, chaque lettre,
chaque page, chaque homme et chaque femme qui trouve la clé pour ouvrir sa propre porte. Le son des voix répète la lettre, une fois, puis une autre. Il se mêle au chant des criquets qui sortent avec la nuit. Une petite brise fraîche entre par la porte ouverte. Elle déplace le coin d'une feuille sur un des bancs. Elle porte l'odeur des fleurs qui poussent au bord du chemin. Aïssata regarde tous ces visages penchés sur leurs cahiers, les doigts qui serrent les crayons, les fronts qui se plissent pour comprendre la forme d'un mot. Elle pense à ce jour où elle a creusé l'argile à 1 mètre de profondeur, où elle a pétri la pâte jusqu'à ce que ses bras la brûlent, où elle a attendu 3 jours que les peaux sèchent avant d'allumer le four. Elle pense à la sueur qui coulait sur son dos sur la route du marché, à la peur qui serrait son cœur quand les clients passaient sans s'arrêter, au soulagement quand la vieille dame a acheté 2 pots sans marchander. Tous ces petits pas, tous ces efforts qui semblaient ne mener à rien à l'époque, ont construit ce qu'elle voit aujourd'hui. Un garçon tourne une page de son manuel, le papier bruisse doucement. Une femme corrige la forme d'une lettre sur son cahier. La gomme gratte légèrement le papier. Aïssata reste debout devant le tableau. Elle laisse le silence du moment l'habiter un instant. Elle n'a pas eu besoin d'argent, pas besoin d'aide au début, pas besoin de rien d'autre que de la terre entre ses mains et d'un rêve qu'elle portait dans son cœur. Elle a juste commencé. Elle a juste continué, même quand les moqueries ont fusé, même quand la lampe s'est éteinte, même quand le doute a grimpé dans son cou. Maintenant, la flamme qu'elle a allumée brille pour tout le monde. Chaque personne qui apprend une lettre ici allume à son tour une autre flamme dans sa propre famille, dans sa propre maison. Ces flammes s'additionnent, elles éclairent de plus en plus de coins sombres, elles chassent l'obscurité de l'ignorance qui emprisonnait tant de vies depuis des générations. La terre donne toujours de l'argile à qui veut la creuser. Les pages donnent toujours des ailes à qui veut les ouvrir. Ce cycle ne s'arrêtera jamais. Il grandit chaque année, chaque mois, chaque jour, avec chaque nouvelle personne qui franchit la porte de la bibliothèque, qui prend un livre, qui trace sa première lettre. Et c'est là le plus beau legs qu'on puisse laisser à un village. La clé pour construire sa propre vie, avec ses propres mains. Le soir descend sur le village. Les ombres s'allongent autour des cases de terre. Les lampes s'allument une par une derrière les ouvertures. Aïssata quitte la bibliothèque après la classe. Elle marche lentement vers sa vieille maison, les doigts dans les poches de son pagne. Elle entend les voix des enfants qui répètent leurs leçons derrière les murs. Elle passe devant le manguier centenaire qui ombrait la place du village. Quand elle était petite, elle touffe l'écorce rugueuse de son tronc. Comme elle touchait les parois des pots qu'elle façonnait, il y a des décennies. Elle arrive devant la vieille case où elle a grandi, où sa mère toussait la nuit il y a toutes ces années, où elle a pétri l'argile par tous les soirs après les travaux. Contre le mur de torchis, 5 pots d'argile fraîche sont posés sur des pierres plates. Ils sèchent au soleil du jour. Leur surface est lisse, arrondie, aussi parfaite que ce qu'elle faisait quand elle avait 10 à 8 ans. Elle s'approche lentement. Elle tend la main. Elle pose le bout des doigts sur la paroi encore tiède du premier pot. La texture est la même qu'autrefois. Douce, un peu granuleuse, vivante, chargée du soleil qui a séché la surface. C'est la même terre. La même terre qui l'a nourrie, qui lui a donné le premier pas, qui a porté tous ses rêves quand il n'était que des murmures dans son cœur. Elle pense à la première page qu'elle a copiée 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que sa main retienne le mouvement. Elle pense à la vieille dame qui a acheté ses 2 premiers pots, au colporteur qui lui a donné le crayon, à Moussa qui lui a ouvert la porte de l'école. Tous ces petits gestes, tous ces coups de pouce que le hasard a posés sur son chemin ont construit ce qui est aujourd'hui. Aucun de ces gestes n'a été trop petit. Chacun a compté. Chacun a ajouté un peu de force au mouvement qui porte maintenant tout le village. Le vent emporte le bruit des voix qui apprennent. Il porte l'odeur de l'argile fraîche. Il porte les rêves qui ne s'arrêtent jamais de naître. La terre a donné la matière pour les premiers pots. Les pots ont donné l'argent pour les premières pages. Les pages ont donné la connaissance pour changer des vies. Les vies ont donné un avenir à toute une communauté. Ce cercle est parfait. Il ne se brisera jamais. Il continuera de tourner, de grandir, de porter des ailes pour toutes les générations qui viendront après. Ici, comme ailleurs, tout commence toujours par un peu de terre entre les mains et un rêve qui ne veut pas mourir. Le soleil descend derrière les collines. Sa lumière dorée s'étale sur les murs de torchis. Elle colore l'argile des pots d'une teinte chaude qui brille doucement. Aïssata reste un instant les doigts sur le pot, le souffle calme. Elle écoute les bruits du village qui se prépare pour la nuit. Un poulet gratte la terre au bout de la cour.
Un chien aboie loin près du puits. Le vent fait danser les feuilles du manguier qui poussent derrière la case. Tout est calme. Tout est à sa place, comme quand elle était petite. Mais tout est plus léger, plus grand, plus plein de vie. Soudain, elle entend des petits pas qui courent sur le chemin de poussière. Un enfant qui crie son nom, la voix forte et pressée qui se rapproche vite. Aïssata! Aïssata! Je n'arrive pas à lire ce mot dans mon cahier, tu peux m'aider? Elle retire lentement sa main du pot. Elle se tourne vers la porte. Elle sourit. L'enfant est déjà là, haletant, son petit cahier serré contre sa poitrine, le crayon coincé derrière l'oreille. Elle tend la main vers lui, elle lui fait signe de venir. Viens, dit-elle, on va le lire ensemble ce mot. Elle marche avec lui vers la bibliothèque, les pas lents de la femme qui a déjà parcouru tout ce chemin, les pas rapides et légers de l'enfant qui commence à peine. L'ombre de leurs deux corps s'allonge sur le chemin de poussière rouge. Elles se mélangent, elles avancent vers la lumière des lampes qui brillent déjà derrière les fenêtres de la bibliothèque. Tous les rêves qui sont nés ici ne s'arrêtent jamais. Chaque fois qu'une main prend un crayon, chaque fois qu'une voix prononce un mot nouveau, chaque fois qu'un enfant franchit la porte pour apprendre, le rêve d'Aïssata reprend vie. Il ne reste pas dans le passé, il ne reste pas gravé dans le bois d'une pancarte ou dans les pages d'un livre. Il vit, il bouge, il grandit dans chaque personne qui apprend une lettre, dans chaque personne qui ose croire que la terre peut donner plus que de la nourriture, que les pages peuvent donner des ailes à tout le monde. Ici, aujourd'hui comme demain, la porte reste ouverte. L'argile attend toujours ceux qui veulent la creuser. Les livres attendent toujours ceux qui veulent les ouvrir. Et l'histoire commence toujours à nouveau pour chacun qui veut l'apprendre avec ses propres mains. La porte de la bibliothèque est déjà entrouverte. La lumière de la lampe solaire s'échappe par la fente. Elle colore le chemin d'une lueur douce qui invite à entrer. Aïssata retient la main de l'enfant pour l'aider à franchir le seuil. Elle sent la petite main chaude qui serre la sienne, pleine d'impatience et de curiosité. Elle pense à ce jour, il y a toutes ces années, où elle a approché le vieux carton du colporteur, comme on approche un trésor caché au fond du désert. Elle pense à l'odeur étrange qui s'en dégageait, ce mélange de poussière de route, de vieux papier et d'aventures que personne d'autre qu'elle n'avait senti ce jour-là. Elle pense au coin des pages cornées, à la poussière rouge du village qui collait aux couvertures, aux petits trous laissés par les termites dans le dos des vieux ouvrages. Personne ne voulait de ces livres. Ils valaient moins qu'un morceau de savon, moins qu'un rouleau de tissu bon marché. Personne ne voyait ce qu'elle voyait. Des portes qui s'ouvraient sur des mondes entiers, des clés pour déverrouiller tout ce que la vie avait à offrir. Aujourd'hui, le carton est devenu une pièce pleine d'étagères. Les 5 livres sont devenus des centaines d'ouvrages. Une petite fille qui voulait apprendre est devenue toute une communauté qui apprend avec elle. Le trésor n'est plus caché. Il est là, sur les étagères, dans les cahiers, dans la bouche des enfants qui répètent leurs mots, dans les mains des adultes qui tracent leurs premières lettres. Ce n'est pas un trésor qui se garde pour soi. C'est un trésor qui se partage, qui se transmet, qui grandit chaque fois qu'il passe d'une main à l'autre. Le vent du soir apporte l'odeur du mil qui cuit dans les marmites du village. Il apporte le chant des femmes qui reviennent des champs. Il porte loin le bruit doux des pages qui tournent dans la bibliothèque. Tout a commencé par un peu de terre entre les doigts et un désir qui brûlait plus fort que la faim. Et tout continue encore aujourd'hui et demain parce qu'un désir partagé ne meurt jamais. Il se transmet, il grandit, il ouvre des portes que personne n'avait jamais vues avant. Ici, la lumière reste allumée, la porte reste ouverte. Et l'histoire ne finit jamais. Aïssata pousse la porte plus largement. Le bois grince doucement sur ses gonds, comme il a grincé des centaines de fois déjà. L'odeur monte aussitôt. C'est un mélange de papier vieux, d'encre neuve, de poussière sèche et de crème de mil que les enfants ont apporté ce midi pour manger en lisant. Le vent du soir passe par la fenêtre ouverte. Il fait danser le bord d'une page d'un livre posé sur la table. Il apporte le murmure doux de 2 adolescents qui répètent une phrase pour la récitation demain. L'enfant lâche sa main et court vers la table. Il pose son petit cahier sur la planche de bois. Il pointe son doigt sur la ligne où il est bloqué. Aïssata s'approche lentement. Elle passe la main sur le dos des livres alignés sur les étagères. Certains sont encore les premiers qu'elle a achetés. La couverture usée, les pages pleines de ces annotations maladroites du début. D'autres sont neufs, apportés par les visiteurs, les ONG, les instituteurs qui passent par le village et veulent laisser un peu d'eux-mêmes ici. Elle regarde les enfants qui sont assis par terre,
les dos contre les pieds des étagères, les yeux collés aux pages. Elle regarde les deux mères qui sont assises dans un coin, la pointe du crayon sur leur cahier. Elle trace leur nom pour la 10e fois, la concentration sur le visage. Elle regarde les anciens qui sont venus écouter l'histoire d'un explorateur qui a traversé le désert. Ils fument la pipe en silence, les yeux fixés sur elle. Un désir, un geste, un pot vendu pour un livre. Voilà comment tout a commencé. Pas de trésor caché, pas de pouvoir, pas de richesse. Juste une femme qui voulait apprendre, qui a pris la terre que la nature lui donnait, qui l'a modelée pour acheter ce que personne d'autre ne voulait lui donner. Et aujourd'hui, ce petit geste a ouvert des portes pour tout le monde. La terre a donné des pages. Les pages ont donné des ailes. Et les ailes ne s'arrêtent jamais de voler. Chaque nouvelle lettre tracée est un nouvel envol. Chaque nouveau mot appris est un nouveau monde qui s'ouvre. Ici, dans ce petit village, au milieu de la savane, la flamme ne s'éteindra jamais. Elle brûle doucement. Elle éclaire le chemin pour ceux qui veulent le prendre. Elle transmet la chaleur d'un rêve qui ne meurt pas. C'est le cadeau que la terre a donné au village. C'est le cadeau qu'Aïssata laisse à tous ceux qui viendront après elle. Et il restera là, toujours, tant qu'il y aura des mains pour prendre un crayon, tant qu'il y aura des yeux pour regarder une page, tant qu'il y aura des cœurs qui veulent apprendre et grandir. Aïssata s'arrête au milieu de la pièce. Le soleil du soir pénètre par la fenêtre. Il trace des raies dorées sur les étagères de bois. Il éclaire les sommets des pages des livres ouverts. Elle sent la chaleur sur son visage. Elle entend le grattage doux des crayons sur le papier. Le murmure des voix qui déchiffrent les mots un par un. Elle repense à ses premières nuits, où elle apprenait les lettres à la lueur de la lune, où la lampe s'éteignait faute d'huile, où tout le village riait d'elle et disait qu'elle perdait son temps. Elle repense à l'argile fraîche qu'elle creusait à 1 mètre de profondeur dans le marigot, à la boue qui collait à ses avant-bras, aux cailloux qu'elle enlevait un par un pour que la pâte devienne souple comme du beurre. Elle repense à la nuit où elle a allumé le four dans la cour, où elle a entretenu le feu pendant des heures, où son cœur battait la chamade à l'idée que tous les pots cassent. Elle repense au vieux carton, au premier manuel usé qu'elle a serré contre sa poitrine, aux dernières pièces qu'elle a tendues, au colporteur, au crayon presque neuf qu'il a ajouté sur la pile en lui disant simplement « alors commence ». Tout a commencé par ce « commence ». Un mot, un geste, une main qui pétrit la terre, une autre qui trace une lettre sur une page blanche. Rien de plus. Pas de grand argent, pas de grand pouvoir, pas de grand projet. Juste une femme qui voulait apprendre, qui a refusé de laisser la vie l'enfermer dans l'ignorance. Aujourd'hui, des centaines de mains tracent des lettres ici. Des centaines d'yeux découvrent des mondes qu'ils n'auraient jamais vus sans ce premier geste. Aïssata laisse courir sa main sur la couverture usée de son premier manuel. L'encre est un peu effacée sur le titre. Les coins sont toujours cornés, comme le jour où elle l'a acheté. Elle ferme le livre lentement. Elle le remet à sa place sur l'étagère, entre un dictionnaire tout neuf et un guide de santé que les villageois consultent tous les mois. Elle traverse la pièce. Elle salue les personnes qui sont là. Elle répond au sourire de la petite fillette qui lève la main pour lui dire au revoir. Elle pousse la porte. Elle la laisse entrouverte, comme elle fait toujours, pour que le vent entre et pour que ceux qui veulent venir tard puissent entrer sans peine. Elle marche lentement vers l'ancienne cour de sa maison d'enfance. Les pas sont doux sur la terre battue. Le soleil descend derrière le manguier. Le ciel est rose et orange sur la savane. Elle arrive devant le mur de torchis. Elle voit les pots alignés sur les pierres plates. Ils sèchent au dernier soleil du jour. La terre a la même couleur brune qu'il y a toutes ces années. Elle tend la main. Elle caresse la courbe douce d'un grand pot pour le mil. La surface est encore un peu humide. Elle garde la trace des doigts qui l'ont modelé. Elle sent la chaleur que le soleil a laissée dans la terre. Elle sent la vie qui est là, dans cette argile qui a donné naissance à tout. Son regard porte sur le village. Il descend vers la bibliothèque. Il voit la lumière de la petite lampe solaire qui s'allume déjà derrière la fenêtre. Aïssata garde sa main sur l'argile chaude du pot. Elle respire l'odeur douce de la terre humide qui s'échappe de la surface encore fraîche. Le vent du soir monte de la savane. Il caresse son visage. Il apporte jusqu'à elle le bruit des rires des enfants qui sortent de la bibliothèque, le murmure des discussions entre les adultes qui terminent leur cours du soir. Elle ouvre les yeux. Elle regarde les villages s'illuminer petit à petit.
Des petites lampes solaires brillent derrière les fenêtres des torchis, là où il n'y avait jamais eu que l'obscurité il y a 10 ans. Elle pense à sa mère qui a guéri grâce à un livre, qui a assisté à l'inauguration de la bibliothèque, qui a appris à signer son propre nom avant de s'en aller. Elle pense au colporteur qui a donné ce premier crayon, qui n'aurait jamais imaginé ce qu'un petit geste allait donner. Elle pense à Moussa, qui a ouvert la porte de la connaissance, qui a cru en elle quand personne ne croyait. Tout a été fait de petits gestes, pas de miracle, pas de hasard extraordinaire. Juste des personnes qui ont décidé de donner un peu d'elles-mêmes pour que les autres puissent avancer. La première graine a été plantée dans la terre du marigot, quand Aïssata a creusé l'argile pour un premier livre. Aujourd'hui, l'arbre est grand. Il donne de l'ombre à tous ceux qui ont besoin de se reposer, d'apprendre, de rêver. Les racines sont profondes dans la terre du village. Elles ne partiront jamais, même quand le vent soufflera fort, même quand la pluie tardera, même quand les générations changeront, la graine restera. Elle donnera toujours de nouveaux fruits. La terre a donné la page a donné des ailes. Les ailes ont porté tout un village. Et ce village portera ce rêve plus loin que ce qu'Aïssata n'aurait jamais pu rêver elle-même. Ce qui est commencé ne s'arrête jamais. Il traverse les années, il traverse les murs, il traverse les vies. Il reste là, enraciné dans la terre, ouvert vers le ciel. Pour tous, pour toujours. C'est l'histoire d'Aïssata. Et c'est aussi l'histoire de tous ceux qui ont osé commencer. Un petit pas léger monte vers elle sur la terre battue. Le bruit est doux, presque effacé par le vent dans les feuilles. Aïssata tourne la tête lentement. Elle voit la petite fillette qui a regardé le livre d'images ce premier jour. Elle tient un bout d'argile qu'elle a ramassé au bord du marigot. Ses doigts sont couverts de boue brune. La fillette s'arrête à côté d'elle. Elle lève les yeux vers elle, puis elle tend la main et elle pose sa petite paume sur la surface chaude du pot, à côté de la main d'Aïssata. « Je vais apprendre à modeler la terre, dit-elle tout bas. Et je vais apprendre à lire tous les livres, comme toi. » Aïssata sourit. Elle appuie légèrement sa main sur la petite main de l'enfant. Elle sent la chaleur jeune qui passe à travers l'argile. Le soleil a presque touché l'horizon. Le ciel est devenu violet foncé. La première étoile brille déjà au-dessus de la cime du manguier. Le bruit des voix de la bibliothèque s'éteint peu à peu, remplacé par le chant des criquets qui commencent leur soirée dans l'herbe sèche. Tout ce qui a été commencé par un premier creusement dans l'argile, par un premier pot vendu, par une première lettre tracée au crayon, continue. Il continue dans cette petite main, dans ce désir nouveau, dans ce pas qui vient après le premier. La terre donne toujours de l'argile fraîche à qui veut la creuser. Les pages sont toujours ouvertes à qui veut les tourner. Les rêves sont toujours là, attendant que quelqu'un ose poser la première main. Rien ne s'arrête jamais. Chaque fin est un nouveau début. Chaque graine plantée donne de nouvelles graines qui portent le même désir, la même force, la même lumière. Aïssata serre doucement la main de la fillette. Elles restent comme ça, toutes les deux, devant les pots qui sèchent, devant le village qui s'endort doucement, devant la route qui s'étend vers l'horizon. La promesse est tenue. La promesse est transmise et elle continuera de l'être pour toujours, de main en main, de terre en terre, de page en page. D'autres pas légers se font entendre sur la terre battue, un par un, qui montent la pente vers la vieille maison. Un petit garçon sort de l'ombre des arbustes. Il tient aussi un bloc d'argile fraîche dans ses deux mains. Ses doigts sont déjà tachés de brun. Puis une autre fillette, plus jeune, qui tient la main de sa mère pour ne pas tomber. Puis un adolescent qui a terminé son cours du soir la veille, qui veut apprendre à faire des pots pour gagner son premier cahier. Un par un, ils s'arrêtent à côté d'Aïssata et de la petite fillette. Ils posent tous leurs mains sur les pots qui sèchent au bord du mur, tour à tour, en silence. Aïssata sent la chaleur de toutes ses jeunes mains se superposer, passer à travers la terre cuite jusqu'à sa propre main. La fraîcheur du soir monte de la terre du village, elle caresse les visages, elle apporte l'odeur de l'herbe qui a absorbé la chaleur du jour toute la journée. Le dernier rayon de soleil disparaît derrière la colline et les premières lucioles allument leur petite lumière dans l'herbe basse près des racines du manguier. Le vent fait danser les feuilles hautes
il laisse tomber un petit fruit mûr qui tombe sur la terre avec un bruit sourd. C'est la fin du premier chapitre. C'est le début de 100 autres, 1000 autres, qui s'écriront par des mains différentes, sur des pages nouvelles, dans la terre toujours vivante du village. Chacun apporte son argile. Chacun trace sa première lettre. Chacun porte un peu du rêve qui a commencé un matin, quand une jeune fille a creusé la terre pour un livre. La terre ne meurt jamais. Le désir d'apprendre ne s'éteint jamais. La lumière qui a été allumée ne se fond jamais dans l'obscurité. Elle se transmet. Elle grandit. Elle embrasse tout le monde qui veut la recevoir, ici et maintenant, et pour tous les temps à venir. C'est ici que l'histoire commence encore une fois. Et elle ne finira jamais. Un murmure doux de voix arrive du centre du village, là où se trouve la petite bibliothèque. Aïssata lève la tête. Elle voit la lueur chaude de la lampe solaire qui sort par la porte ouverte. Elle danse sur le sol poussiéreux du chemin. Une voix d'enfant s'élève, claire et nette, qui lit une ligne de son cahier à voix haute. Puis une autre voix, plus rauque, celle d'une mère de famille qui répète la même ligne après lui. Le vent porte l'odeur des pages de papier, mélangée à celle de la terre humide du soir et des fleurs qui ouvrent leurs pétales après la chaleur du jour. Aïssata lâche doucement la main de la petite fillette. Elle fait un pas en avant, vers le chemin qui mène à la bibliothèque. Les enfants la suivent, un par un. Leurs pas légers font un bruit doux sur la terre battue. Leurs morceaux d'argile sont serrés contre leur poitrine. Le chemin est le même que celui qu'Aïssata a pris des centaines de fois quand elle allait vendre ses pots pour acheter un nouveau livre, quand elle allait écouter les leçons derrière la fenêtre de l'école, quand elle portait sa mère sur l'âne pour aller au dispensaire. Tout ce chemin a été construit pas à pas, avec les mains, avec l'argile, avec des lettres tracées encore et encore. Il est là aujourd'hui pour tous ceux qui veulent le suivre. Il n'y a plus de portes fermées. Il n'y a plus de prix à payer pour apprendre. Il n'y a plus de rires qui blessent, plus de doutes qui arrêtent. Il y a seulement des pages ouvertes, des mains prêtes à tracer, des voix prêtes à lire. Un village entier qui respire plus large qu'avant. La terre a donné l'argile. L'argile a donné les livres. Les livres ont donné des ailes. Et les ailes portent tout le monde, désormais. Le ciel est noir, plein d'étoiles qui brillent plus clair que jamais. La porte de la bibliothèque est grande ouverte. La lumière est allumée. La leçon commence. Aïssata s'arrête un instant à mi-chemin. Elle tourne la tête vers sa vieille maison, vers les pots qui sèchent contre le mur, vers l'ombre douce où elle a passé tant de nuits à tracer des lettres sur son cahier. Ses doigts portent toujours la trace de l'argile dans les rides légères de la peau, une trace qui ne disparaîtra jamais. Le vent soulève légèrement le bord de son pagne. Il apporte le murmure des voix qui répètent les mots, le frottement doux des pages tournées les unes après les autres. Elle sent la chaleur de la lumière qui sort de la bibliothèque. Elle enveloppe son visage comme une accolade douce. Tout a commencé ici, avec un creusement dans la terre, avec un désir plus grand que la pauvreté, plus grand que les moqueries, plus grand que les murs qui enferment. Un seul désir de savoir qui a fait pousser des livres dans la terre, qui a fait allumer des lumières dans des maisons qui étaient sombres, qui a donné des mots à ceux qui n'osaient pas parler. Chaque lettre tracée, une première fois, est une porte qui s'ouvre. Chaque porte qui s'ouvre laisse entrer la lumière. Et la lumière continue de courir de main en main, de page en page, d'un village à un autre. Pour toujours, la porte est ouverte. Entre, la leçon commence.